助けに来たよ。歌姫。 Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. On y est les amis, ça fait 2 ans qu'on attend ça, le retour de l'anime. Et quel premier épisode. L'animation est vraiment incroyable. Je trouve que le côté un peu cartoon, délibérément imprécis, fit parfaitement avec le mood de l'arc. On comprend bien que c'est un retour dans le passé, un retour à l'insouciance et à un Gojo Satoru beaucoup plus immature. Non les gars, je veux dire, rien que l'opening, quelle dinguerie. Cette saison comporte en tout 23 épisodes, par conséquent nous allons avoir 6 mois de diffusion. Vous avez bien entendu, pendant 6 mois, un épisode de Jujutsu Kaisen toutes les semaines. Non, vraiment ça régale. Revenons un peu sur le planning de cette nouvelle saison. Du 6 juillet au 3 août, nous aurons la diffusion de l'arc Passé de Gojo Satoru qui durera 5 épisodes. Ensuite, le 10 août, nous aurons un épisode récapitulatif de cet arc et du film Jujutsu Kaisen 0. Puis le 17 août, nous aurons un épisode récapitulatif de la saison 1. Et ensuite, à partir du 31 août, commence la diffusion de l'arc tant attendu, l'arc Shibuya. D'ailleurs, concernant l'arc Shibuya, je voulais vous dire que je pense vraiment qu'il sera incroyable en termes d'animation. Vous vous êtes sans doute posé la question, pourquoi MAPPA a décidé de découper la saison 2 et de faire des épisodes récapitulatif. Eh bien moi je pense que c'est très bon signe. Vous avez forcément remarqué qu'on n'a encore vu aucune image de l'arc Shibuya. Je pense que MAPPA a vraiment conscience du potentiel de cet arc. Par conséquent, ils mettent tout en œuvre pour que les spectateurs puissent avoir toutes les informations clés afin d'apprécier cet arc à sa juste valeur. Ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur cette saison, je pense que les OST, l'opening et l'animation seront vraiment à la hauteur. D'ailleurs c'est trop cool parce qu'on aura un opening spécifique pour la partie Shibuya. On sait aussi que Gege Akutami travaille avec le studio pour cette saison, par conséquent tout est vraiment en place pour que ce soit une dinguerie. Et surtout je pense que le contraste entre l'arc passé de Gojo et l'arc Shibuya va être fou, entre la nouvelle DA et l'ambiance beaucoup moins colorée. Les chara design pour la partie Shibuya appuient vraiment cette idée. Enfin bref, petite review du nouvel épisode de cette nouvelle saison. On se retrouve en 2006, soit 12 ans avant les événements de la saison 1. Gojo Satoru est encore élève à l'école d'exorcisme de Tokyo. Il est aux côtés de Shoko Iheri et de Geto Suguru que vous connaissez déjà du film Jujutsu Kaisen 0. À cette époque, il semblerait que Gojo ne soit pas encore le Gojo Satoru que nous avons découvert dans la saison 1. Il n'était pas connu pour être incontestablement le plus fort. Lui et son ami Geto Suguru étaient connus comme étant les plus forts. Gojo n'utilisait pas encore l'infini de manière automatique car comme vous pouvez le constater, à cette époque, la pluie pouvait le toucher. Il avait un parapluie. Le Gojo que nous connaissons n'est pas touché par la pluie et oui, quel flex. Dans cet épisode, nous avons de nombreuses informations au sujet du monde de l'occulte, des barrières et plus précisément de Tengen. Ces nouvelles informations sont très importantes, par conséquent si tu veux être sûr de n'avoir rien loupé, tu es sur la bonne vidéo. Je serai là pour vous accompagner tout au long de cette nouvelle saison afin que rien ne vous échappe et ce, sans spoil bien entendu. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Du très lourd arrive. Pour fêter la reprise de l'anime, j'organise un concours sur ma chaîne. Je vais vous faire gagner l'édition Prestige du tome 20. Franchement, elle est très stylée, donc je vous conseille fortement de participer. Et comme d'habitude, pour tenter votre chance, on se retrouve sur Twitter et Instagram. Je mettrai les liens en commentaire. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. You can be the beauty and I could be the monster. I wanna make you quiet, I wanna make you nervous. I wanna set you free, but I'm too fucking jealous. I wanna pull your strings like you're my Telecaster. And if you want to use me, I could be your puppet. Dans cet épisode, nous retrouvons ainsi des personnages que nous connaissons mais 12 ans avant les événements de la saison 1. On retrouve Gojo Satoru, Shoko Iheri, ainsi que Geto Suguru que nous avons découvert dans le film Jujutsu Kaisen 0. À cette époque, ils étaient tous en 2e année. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est la classe où sont Maki, Panda et Toge durant la saison 1. On retrouve également le principal Masamichi, qui à cette époque était simplement le professeur des 2e années. Et enfin, on retrouve également Utahime et Mei Mei. Ainsi, nous avons donc le quotidien de ces exorcistes
lorsqu'ils étaient plus jeunes. C'est très intéressant car leur caractère semble assez différent. Même si la relation entre Utahime et Gojo semble être la même, les personnages apparaissent tous beaucoup plus insouciants. Gojo Satoru déjà est beaucoup plus immature. Il a l'air d'avoir extrêmement confiance en lui. C'est le cas aussi du Gojo de la saison 1, mais de manière un peu différente. Ici, le côté arrogant de Gojo semble être encore plus développé. Il a un discours assez différent de celui qu'il a 12 ans plus tard. Alors que le Gojo que nous connaissons parlait d'esprit de groupe, parlait d'une nouvelle génération puissante qui pourra changer les choses, le Gojo actuel estime que tout ce qui compte, c'est d'être le plus fort. D'après lui, c'est fatigant de veiller sur les faibles. Il estime que s'imposer des contraintes est une preuve de faiblesse et que les forts devraient avoir tous les droits. Il explique tout cela en nous faisant une Midorima dans le plus grand des calmes en plus. C'est un ajout de la part de Mappa d'avoir placé cette conversation durant un match de basket. Je trouve que c'est un ajout ingénieux parce qu'on ressent clairement la rivalité et l'affrontement entre ces deux conceptions. Gojo est beaucoup moins mature et tempéré que dans la saison 1. Nous avons un Gojo sûr de lui et de sa puissance. Il estime qu'il a tous les droits car il est fort. C'est très intéressant de voir que le personnage n'a pas toujours été le pédagogue que nous avons découvert dans la saison 1. Face à Gojo, nous découvrons plus amplement le personnage de Geto Suguru. Geto nous a été introduit dans le film Jujutsu Kaisen 0. Dans ce film, il exprimait son idéologie. Il estime que les non-exorcistes sont des singes qui ne devraient pas avoir le droit de vivre. Pour Geto, seuls les exorcistes devraient exister, ce qui empêcherait la création des fléaux. En effet, rappelez-vous, les fléaux naissent des mauvaises émotions humaines. Les fléaux sont des créations des êtres humains qui ne contrôlent pas leur énergie et leurs émotions. Les exorcistes au contraire contrôlent leur énergie occulte, par conséquent, ils ne créent pas de fléaux. Si les êtres humains n'existaient plus, il n'y aurait plus de mauvaises émotions non contrôlées et donc plus de fléaux. Geto Suguru voyait les choses ainsi et voulait donc tuer tous les non-exorcistes. Mais ça, c'était 11 ans plus tard. Le Geto que nous découvrons dans l'épisode est un Geto complètement différent. Il contredit Gojo et affirme que les exorcistes existent pour protéger les non-exorcistes. Il est beaucoup plus tempéré que Gojo et estime que les faibles doivent être protégés par les forts. Ainsi doit tourner la société. C'est intéressant de voir qu'à ce moment de l'histoire, les deux personnages ont des perspectives qui vont complètement être inversées. Durant cet épisode, Geto et Gojo sont assignés à une mission de la plus haute importance. Mais pour bien comprendre cette mission, parlons d'abord des barrières magiques dans le monde de l'occulte. Durant cet épisode, on comprend l'importance des barrières magiques. Les barrières magiques sont des barrières occultes qui protègent les exorcistes. Elles sont utilisées pour les extensions du territoire par exemple. Elles sont aussi utilisées pour protéger les lieux occultes, comme notamment les écoles d'exorcisme. Mais elles sont surtout utilisées pour toutes les missions où il y a confrontation entre un exorciste et un fléau. Durant les missions, elles sont généralement créées par des assistants comme Kyotaka. Les barrières magiques permettent ainsi de dissimuler les actions des exorcistes afin que les non-exorcistes ne découvrent pas leur existence. Avant toute mission qui risque de provoquer un affrontement entre les exorcistes et les fléaux, une barrière magique est créée afin de protéger les non-exorcistes. Tous ceux qui sont hors de la barrière ne risquent pas d'être blessés durant l'affrontement et les non-exorcistes n'arrivent même pas à voir au travers. Les barrières font réellement partie du quotidien des exorcistes et elles leur permettent de protéger les non-exorcistes et donc de limiter les émissions négatives qui pourraient créer des fléaux. Ces barrières sont fortement renforcées par l'existence d'un être. Un être exceptionnel qui s'appelle Tengen. Et pas ce Tengen, un autre Tengen. Tengen est un exorciste millénaire et immortel qui veille à renforcer les barrières. Les barrières notamment qui protègent les écoles d'exorcisme, mais aussi les barrières créées par les assistants. C'est un pilier du monde de l'occulte indispensable au travail des exorcistes. Comme je vous l'avais dit, c'est un exorciste millénaire et par conséquent, il est immortel. Seulement, Tengen n'est pas pour autant un être complètement surnaturel. Si Tengen maîtrise le sort d'immortalité, il ne maîtrise pas pour autant le sort de non-vieillissement. Le corps de Tengen vieillit, il change à travers les années. Par conséquent, tous les 500 ans, Tengen doit assimiler un corps humain compatible que l'on appelle plasma stellaire. Il doit l'assimiler afin de réinitialiser les données génétiques de son enveloppe charnelle. Si Tengen ne parvient pas à assimiler un nouveau corps dans ce laps de temps, son corps vieillit et on dit qu'il évolue. Il deviendra dès lors un être supérieur, lui faisant ainsi perdre son humanité. Si au premier abord on pourrait penser que devenir un être supérieur c'est quelque chose de cool, eh bien concernant Tengen ce n'est pas du tout le cas. Après que Satoru remarque qu'il serait presque préférable de laisser Tengen évoluer afin qu'il devienne presque un dieu, Geto explique que par son évolution, Tengen perdrait son humanité. Il perdrait sa personnalité et il perdrait tout ce qui fait de lui Tengen. S'il évoluait et qu'il perdait son humanité, sa personnalité, le monde de l'exorcisme pourrait ainsi être bouleversé dans le mauvais sens. Son évolution bouleverserait le monde
car n'étant plus lui-même, il ne pourrait plus être le pilier de toutes les barrières du monde de l'exorcisme. Les reliques maudites seraient alors à la portée de n'importe quel fléau, parce que rappelez-vous, les reliques maudites sont gardées à l'école d'exorcisme de Tokyo. Pire encore, dans la perspective de l'évolution de Tengen, il pourrait devenir un ennemi pour l'humanité. Ainsi, pour éviter cette évolution, Tengen doit renouveler les données génétiques de son enveloppe charnelle grâce au plasma stellaire. C'est pour cette raison qu'il est demandé à Geto et Gojo de protéger le plasma stellaire durant 2 jours d'ici l'assimilation. Au moment de l'assimilation, le plasma stellaire mourra. Mais d'ici là, il doit rester en vie. L'identité du plasma stellaire ayant fuité, Gojo et Geto feront face à 2 ennemis. D'une part, Q, un groupe de maîtres des fléaux qui souhaitent que Tengen évolue afin de provoquer la fin du monde de l'exorcisme. Et d'autre part, le culte astral qui vénère Tengen comme un dieu. Geto et Gojo, malgré les enjeux, sont assez confiants car ils estiment être les plus forts. Mais si ces ennemis ne les impressionnent pas, on découvre un nouveau personnage assez énigmatique à la fin de l'épisode. Ce personnage a été engagé par le culte astral afin de mettre la main sur le plasma stellaire. On se réfère à lui sous le nom de Zenin. Rappelez-vous que le clan Zenin est l'une des 3 grandes familles d'exorcistes. C'est le clan de Maki, Mai ou encore Megumi. Le clan dont la technique des 10 ombres est une technique héréditaire. Mais ce mystérieux personnage explique qu'il s'est marié et que désormais il répond au nom de Fushiguro. Fushiguro, ça doit vous dire quelque chose. Eh bien, c'est le même nom de famille que celui de Megumi. Mais alors, qui est donc ce Fushiguro et quel est son lien avec Megumi? Voilà la team, c'était tout pour cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. En tout cas moi, j'ai adoré, vraiment je suis trop hypé pour la suite. N'oubliez pas de participer au concours, on se retrouve sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci à vous, restez sur vos gardes et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.